Petite preview. C'est parti, les deux demi-finales de conférence. Exactement. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable. Comme un premier tour qui se termine, qui est, au moment où on tourne, pas encore tout à fait terminé. Tout à fait. Mais dans quelques heures, on aura terminé ce premier tour ou pas? Exactement. On verra. Premier tour, franchement, bien. On s'est régalé. Franchement, grosse régalade dans pas mal de séries. Pas toutes, mais il y a pas mal de séries qui nous ont quand même livré des sacrés matchs, quoi. Je suis bien d'accord, on s'est bien régalé, il y a eu des jeunes stars qui ont célébré, il y en a qui sont partis en vacances un peu plus tôt que prévu. Ouais, tout à fait. Il y a des favoris qui ont plus galéré que prévu aussi. Ah, il y a des favoris qui sont déjà à Cancun aussi, c'est très sympathique. Donc non, c'est vrai que ce premier tour a été fabuleux et donc vous le savez, vous le voyez ici, j'ai mis 4 previews en 4 jours parce que oui, forcément, on essaye de savoir quelles previews sont quand et quand est-ce qu'on va avoir, au moment où on parle, la fin peut-être de la série entre Memphis et Minnesota ce vendredi soir ou bien Alex dimanche avec un Game 7. Voilà, exactement, tout à fait. À voir, à suivre en fonction de ce que les Wolves et les Grizzlies nous réservent lors du match 6. Exactement, et peut-être que cette intro sera périmée demain matin avec un blowout des Wolves à la maison, comme on sait bien le faire. On va pas perdre de temps, vous le connaissez ce classique, c'est l'ordre de la preview. On va donc parler en long et en large, Alex, de cette série incroyable. Quel niveau de hype pour ce Celtics Bucks quand même? À un niveau de hype élevé, très élevé. Puisque après le premier tour, on va en parler, mais on a quand même pas mal de gens qui peut battre les Celtics. Et bah il y a quand même le champion en titre en face. Donc, c'est pas mal, non? C'est intéressant du coup. Ouais, c'est intéressant du coup. Tout à fait, j'aime bien. Le niveau de hype est maximal parce qu'il y a certes des joueurs qui sont absents, il y a aussi des dynamiques qui sont très très fortes. Et donc comme d'hab, on fera pour commencer la dynamique des deux équipes. Dans cette section, Alex, on revient un peu sur le parcours récent des deux franchises, si je ne dis pas de bêtises. Parcours récent, fin de régulière, début de play-off du coup. On a pas mal de choses à analyser là-dessus. Tout à fait. Blessures éventuelles, les effectifs, les retours de blessures pour d'autres, enfin bref. Exactement, les derniers points kinés, comme on aime bien le faire. Ensuite, on sort le hashtag. Le hashtag tactico-technique. Nous sommes dans le Très bureau important. de Didier Deschamps, tout à fait, ou Dimi Udoka et de Mike Budenholzer, car dans cette section, Alex, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette section, on va s'intéresser à un point tactique, technique en particulier qui nous semble être un point crucial de la série. En plus, comme là, on a quand même deux coachs. C'est le coaching tree de Popovich, ça, hein, mine de rien. C'est il y a 2-3 séries où on se retrouve. On est d'accord. Entre Ime Udoka et en effet Monsieur Budenholzer, on se retrouvera en terre texane. On va ensuite enchaîner sur les jumelles puisqu'on aura un joueur à surveiller. Exactement. Bon, voilà, on fait un petit focus un peu sur. Pas forcément un Factor X, ça peut être un Factor X, ça peut aussi être un joueur parmi les franchise players ou les lieutenants qu'on attend fortement dans la série pour des raisons bien précises. Donc, voilà. Exactement. Vous pourrez aussi y participer. Enfin, on terminera avec Il Favoso Pronostico, dans lequel on annonce l'avenir, la suite. Voilà. Si vous voulez connaître le score de la série, rendez-vous à la fin de cette vidéo. N'écoutez pas la demi-heure qui sert à rien, dans laquelle on va parler de cette série. Évidemment, vous pouvez aller voir le pronostico dans lequel on donnera évidemment notre avis sur l'issue de cette série. Incroyable, je suis trop hypé. Alex, on va avoir une série avant même de démarrer la dynamique des deux équipes. Je rappelle, Game 1 ce dimanche à 19h. C'est bien comme horaire. Waouh. On est content. Sympa. Ouais, c'est un bon petit match. On va pouvoir se régaler avec ce Game 1 en heure française. Je rappelle évidemment à tous les joueurs de TTFL de bien surveiller ce qui se passe pour savoir si on est au premier tour ou au deuxième tour. On pourra bien se la kiffer là-dessus. Le Game 1 donc de ce dimanche nous permet de parler tout de suite de la dynamique des deux équipes. Tu parlais là, quand on était en off, notamment d'un garçon dont on peut parler. On peut commencer par la dynamique des Celtics ou pas? Écoute, j'ai l'impression qu'elle est pas mauvaise. Ils sont comment bien, les J'ai l'impression qu'ils sont bien. On précise qu'ils ont l'avantage du terrain dans cette série puisqu'ils ont fini deuxième de l'Est et les Bucks troisième. Tout à fait, Game 1 de pas TD Garden. négligeable l'avantage du terrain, bien sûr. Ouais. Le TD Garden s'apprête à recevoir les Bucks de Grayson Allen. Je pense qu'ils vont s'adorer les deux. Attention. Bon, une des grandes questions de cette série, à quel moment Marcus Smart et Grayson Allen s'échangent des amabilités? Est-ce que c'est eux? C'est marrant que tu dis ça. Est-ce que c'est Marcus Smart? J'ai pris Marcus Smart, mais j'aurais pu prendre Grant Williams. Oui, c'est Grayson Allen. Bah, allez, oui, moi je vais dire Jaylen Brown. Jaylen Brown et Grayson Allen, très bien. Ouais, parfait, allez, ça me plaît. Sinon, il y a Grant Williams, c'est bon client. Enfin. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais oui, Grayson Allen, c'est un peu c'est l'homme à tout faire à ce niveau-là côté Milwaukee, quoi. C'est voilà. Ah, bien sûr. Et en plus, s'il rentre C3, on parlera de la dynamique après, mais s'il rentre C3 comme à la série de premier tour, tu sais que
Il suffit de le huer. Limite, si tu Jalen Brown contre Grayson Allen, peut-être que c'est une win-win. Hein. Attention, les fans des Celtics en PLS. Mais avant de rentrer dans ces blagues-là et ces considérations, Alex, comme on le disait, Boston, formidable premier tour de playoff avec donc ce sweep des Nets dont on a fait un apéro complet. Ils sont vraiment extrêmement bien positionnés pour démarrer cette série contre les Bucks. Tous les voyants sont au vert. La défense a été incroyable sur Kevin Durant, incroyable de manière collective. L'attaque a parfaitement su profiter des défaillances de la défense des Nets, un sujet dont on va bien évidemment reparler dans cette vidéo parce que là on a quand même un autre animal en face. Je crois. Oui. Mais effectivement, la dynamique, qu'est-ce que tu peux rêver de mieux? Les mecs, c'est la meilleure équipe de la deuxième partie de saison, enfin depuis sur 2022 grosso modo, meilleure équipe de NBA, meilleure défense, très bonne attaque et tout. Ils ont un Jason Tatum, un franchise player qui a, je crois qu'on peut dire qu'il passe des caps là ces derniers temps. Enfin, on commençait là. Il est meilleur que Kevin Durant. Ça y est. On a tout le monde qui a commencé à dire, tu sais que Tatum et KD dans l'échiquier mondial, Ouais, bon après ça c'est aussi c'est une série. Forcément c'est des gens qui comme nous prennent beaucoup de recul. Tout à fait. Expertise. 29 points, quasiment 5 rebonds, 7 passes d'ess, le tout à 46% au tir, 41% de loin. Ça va, c'est correct ça comme petite série de la part de Jason. Il a été énorme. Il a été vraiment énorme sur cette série. C'était en plus, il a bien défendu. Bien sûr, ça a été dans les discussions de savoir qui était le meilleur joueur global de la NBA sur ce premier tour de playoff 2022. On en revient très très vite à Jason Tatum qui en fait a roulé sur Brooklyn. Et évidemment, c'est pas un travail qui se fait en solo, donc autour de lui les Celtics exceptionnel défensivement, on a vu les bons apports de Grant Williams, on a vu les bons games de Marcus Smart et Jaylen Brown, des petits ajustements de la part d'Ime Udoka. C'est vraiment une équipe de Boston qui, comme le dirait ce cher Simon dans une dernière addition, se positionne en équipe favorite pour remporter le titre cette saison. Ils sont indéniablement impressionnants. Là, on peut même plus faire du hating. Si tu regardes Boston jouer au basket en ce moment, tu ne peux que respecter en fait. En fait, la défense est très très forte. L'attaque s'est bien appliquée à bouger le ballon. En plus, quand tu as un Jason Tatum comme ça, mais tu as eu des bons passages de Jaylen Brown, des bons passages de Marcus Smart et tout, offensivement. Donc, ils ont vraiment amélioré leur attaque en termes de variété, notamment. Ce qui va être, à mon avis, quelque chose d'important dans la série à venir. Et ensuite, sur le côté défensif, c'est vrai que les systèmes mis en place par Udoka et la réflexion globale défensive de cette équipe a été très impressionnante sur le premier round. Donc ouais, ils arrivent là en mid-conf, torse bombé, avantage du terrain, en mode qui peut nous battre, allez-y, envoyez les Bucks quoi. Exact. On va faire chuter le champion en titre, on va être la seule équipe à réaliser un sweep sur ce premier tour de playoff, et très honnêtement, parmi tous les sweeps qu'on avait pu envisager, c'était pas celui-là auquel on pensait. Vraiment, Boston s'est pointé et a dit, allez hop, 4-0, veuillez dégager la racaille de Brooklyn s'il vous plaît de côté. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc la dynamique est exceptionnelle de la part des Celtics. On en avait déjà parlé sur la fin de saison régulière, c'est confirmé avec ce point d'exclamation sur le first round. Pour les Bucks, Alex, on est sur à la fois du très rassurant et des points d'interrogation. Ce que je veux dire par là, c'est très rassurant avec la fin de la série contre les Bulls, et puis point d'interrogation parce qu'on doit forcément commencer en disant que Chris Middleton ne jouera pas de la série. Ça c'est quand même, je veux dire, au niveau de la dynamique, c'est quand même pas ouf. T'as ton meilleur ailier, je parle pas, Giannis, je le mets dans les ailiers intérieurs, mais ton meilleur joueur ailier extérieur, ton lieutenant, qui est blessé au genou et qui jouera pas de la série, qui jouera peut-être même pas si potentiellement tu passes ce tour. C'est une immense perte pour les Bucks à plein de niveaux qu'on va détailler évidemment dans cette preview. Ça les a pas empêchés. Ce Middleton s'est blessé au game 2. Ah, tout à fait. Game 2. En gros, il s'est blessé au game qui perdent contre les Bulls, quoi. Tout à fait. Ça les a pas empêchés d'aligner 3 victoires dans la foulée, dont 2 à Chicago. Ils ont déroulé. Mais si Boston va affronter un autre animal, Milwaukee va affronter un autre animal aussi, si tu veux. C'est sûr. Donc là où c'est passé sans trop de problèmes, c'est là que c'est relou pour la dynamique des Bucks. C'est là où c'est passé sans trop de problèmes face aux Bulls, qui eux aussi d'ailleurs ont perdu des joueurs en cours de série. Le dernier match s'est joué sans Zach LaVine et sans Caruso. Et puis il y avait vraiment des gros points faibles de ces Bulls sur lesquels les Bucks ont pu appuyer sans problème.
sans aucun problème. Donc le côté rouleau compresseur des Bucks n'a pas trop souffert de l'absence de Middleton sur la deuxième partie de série, on va dire ça comme ça. Sûr, ouais. Mais c'est vrai que sur le court et moyen terme, là déjà il y a les Celtics, c'est vrai que c'est une grosse perte, quoi. C'est une énorme perte. C'est immense, parce que certes il y en a qui vont critiquer Middleton, et logiquement parce qu'il n'a pas non plus été extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même le bras droit numéro 1 de Giannis sur l'année du titre, depuis des années, ce qu'il apporte dans tout le jeu, donc c'est vraiment un coup dur pour les Bucks, surtout que comme on le sait, et comme on le répète, et on l'a dit, et on va continuer à le faire en play-off, t'as beau avoir travaillé pendant 6 mois de saison régulière, il faut que les planètes soient alignées, il faut aussi que tu aies la bénédiction des dieux de la santé, hein, quand même, il faut avoir cette chance-là, parce que très très vite sinon, ton parcours de play-off peut se transformer en cauchemar. Et donc, malgré ça, on a quand même les 3 derniers matchs de la série où c'est vraiment le rouleau compresseur auquel on s'attendait. Lorsqu'on avait fait la preview de la série entre Milwaukee et Chicago, on était sur un quasi-sweep ou un sweep des Bucks. Moi, j'ai mis le sweep, bon. Tout à fait, bon, c'est un gentleman sweep. Au bout de 2 matchs, on a été pas inquiet, mais on s'est dit, quand même, attention les Bucks, etc. Il n'y a rien à redire sur les 3 matchs suivants. C'est-à-dire, Milwaukee a quand même dit, excusez-moi, mais on a le joueur le plus inarrêtable de la planète. Merci. Et on a autour de ça des vétérans qui connaissent très bien leurs spots et qui donc vont remplir leur mission parfaitement. Tu parlais de Grayson Allen, qui a la révélation. Ouais. Grayson Allen, super révélation au tir et tout, il a progressé. Le retour de Brook Lopez sur la fin de régulière, puis maintenant sur ce premier tour de playoff, fait beaucoup de bien, évidemment, aux Bucks également. Giannis a été complètement inarrêtable. Je veux dire, Giannis, il envoie du 28-13-6, là, j'ai regardé tout à l'heure. 13 minutes en 33 minutes. Voilà. Non, mais c'est vrai que sur le premier match, les Bucks avaient gagné, mais sans vraiment convaincre. Le deuxième match, ils perdent Middleton. Au bout de 2 matchs, on était là genre, dis donc, cette série contre les Bulls et les Bucks, en fait, sont arrivés à Chicago. Ils ont fait non, regardez-moi bien. Voilà, il n'y a pas de série. Et ils sont montés en puissance. Et c'est vrai que l'annonce, là, au début, on se disait, Middleton, ça devrait pas être trop long. Non, et l'annonce de sa blessure qui va donc durer plus que prévu au départ est vraiment c'est un coup dur parce que ça casse un peu cette montée en puissance des Bucks, quoi. Ouais, et ça va tester notamment la profondeur de Milwaukee, ça va tester les ajustements de Mike Budenholzer, évidemment. Dans tous les cas, ça vous montre aussi la hauteur de la hype et de ce clash entre les équipes 2 et 3 de cette conférence Est, parce que Milwaukee et Boston, dès que ça a été annoncé officiel que cette série allait avoir lieu, tous les gens ont dit, là on va regarder chaque minute, ça va être incroyable. C'est peut-être la série la plus attendue de cette demi-finale partout en NBA, parce que vraiment, pour l'équipe qui perd, il y a de la déception, forcément, mais il y a aussi un côté genre, waouh, on est sorti dans une série où en fait, soit tu es le champion en titre, et à ce moment-là, tu laisses le trône à quelqu'un d'autre, soit tu es Boston et toutes les perspectives que tu avais, toutes les ambitions que tu avais sont décalées de quelques mois, quoi. C'est vrai. Donc ça va être assez il y a de la pression sur les 2 effectifs, sur les 2 coachs et tout. Non, bien sûr, c'est une très grosse série, c'est une immense série. Immense série à devoir surveiller. On va devoir enchaîner si ça te va. Allez, hop. Et on sort le hashtag, tout à fait. C'est l'heure du point tactico-technique. Vous pouvez vous aussi retrousser vos manches et vous prendre pour un entraîneur de basketball, expertise et analyse tout de suite. Dans cette section, c'est très simple. On revient sur un point du terrain, du jeu, qu'on va observer un peu plus que les autres. Alex, tu en as un, c'est lequel ? Après ce que les Celtics viennent de faire collectivement sur Kevin Durant, j'ai vraiment très envie de regarder comment ils vont aborder le challenge Giannis. Donc la défense de Boston sur Giannis, c'est ça ? Ouais, la défense de Boston sur Giannis, qui à mon avis, après là il n'y a pas besoin d'être un grand expert, mais c'est clairement une des clés de la série. Une des clés de la planète d'ailleurs, si je peux me permettre. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, entre guillemets, pour Giannis, je vais venir après sur les points forts de Giannis, mais malheureusement pour Giannis, il y a bien une équipe qui a quand même montré là, que collectivement elle savait museler un attaquant extraordinaire, c'est Boston. Alors après, c'est vrai que Kevin Durant a paru un peu essoufflé parfois, a paru mentalement un peu à court en termes de hargne, d'énergie et tout ça. Ça sera pas le cas avec Giannis, spoiler, ça n'arrivera pas ça. Mais les Celtics le savent. Les Celtics sont en train de se préparer. Depuis que Milwaukee a fini les Bulls, les Celtics sont en train de se préparer. Ok, machin. Donc en gros, l'exemple des Raptors de 2019, l'exemple du Heat de 2020.
Après, en 2021, personne n'a trop réussi à le tenir, l'autre, hein, donc on va voir en 2022. Mais il y a des exemples, on a bien compris. Il te faut ce qu'on appelle un primary defender sur le gars, donc le gars qui est en premier rideau. Est-ce que ça va être un peu de Tatum, peut-être de temps en temps? Moi, je vois bien du Horford pas mal et du Grant Williams s'y coller. Et après, il te faut les secondary, c'est-à-dire les mecs qui viennent fermer quand Giannis passe, parce que Giannis passe. Si tu laisses Giannis en 1 contre 1, il passe. Même sur demi-terrain maintenant. Et en plus, quand je dis il passe, c'est il passe son joueur, mais il peut passer la balle aussi si tu fermes trop. Donc c'est toute la difficulté pour la défense des Celtics face à ce Giannis Antetokounmpo, c'est que Giannis le montre maintenant depuis des années et il l'a montré vraiment très très fort lors des playoffs 2021. Non seulement c'est très compliqué, même à plusieurs, de l'empêcher d'accéder à la raquette et au cercle, c'est compliqué. Hein. En transition, c'est l'enfer, faut faire gaffe aux fautes et tout. Tu essaies de provoquer les offensives, les Bulls ont bien travaillé là-dessus, ils ont fait faire pas mal de fautes offensives à Giannis Antetokounmpo, j'ai trouvé ça assez intéressant. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas le personnel. Les Celtics ont beaucoup plus le personnel, je trouve. Plus grand, hein, KD a notamment beaucoup pointé en effet cette taille des Celtics globale, ils sont vraiment grands, plus grands que la moyenne. Après, par rapport à Giannis, qui est grand vraiment en fait. Non, bah oui, après tout le monde est plus petit. C'est un souci, mais je pense qu'à plusieurs, avec l'intelligence, avec les mecs comme Marcus Smart ou Al Horford ou Grant Williams, qui vont venir se glisser sur le chemin de Giannis pour aller chercher des passages en force, pour contester son accès au cercle, on verra la capacité de Giannis à relâcher le ballon. C'est là que toute la défense des Celtics va devoir faire des choix. C'est là qu'aussi le fait que Middleton soit pas là, ça les avantage. Mais attention, hein, Brook Lopez, Bobby Portis, Pat Connaughton, Grayson Allen... Tu perds Middleton, c'est une grosse perte. Maintenant, Giannis a des mecs à qui filer la balle et ils vont. Wes Matthews a shooté. Wes Matthews, c'était Ray Allen là, contre les Bulls là. Donc, c'est comment ils vont aborder ça? Quels mecs ils vont mettre d'abord en premier rideau? Comment ils vont sacrifier des mecs en deuxième rideau? Comment ils vont l'envoyer sur la ligne? Parce que c'est sûr, ils vont l'envoyer sur la ligne. Hein. Giannis Antetokounmpo, ça reste une des bonnes manières de le défendre. J'ai vu des gens qui disaient ouais, comment tu le tiens hors de la raquette? Oui, il faut essayer, c'est sûr, mais comment tu comment t'arrêtes les guerres dans le monde? C'est ça. Comment t'arrêtes la faim dans le monde? C'est un bestiau absolument incroyable. Donc l'idée c'est ça. Comment tu peux le faire déjouer au max pour éviter de te prendre des 30 points, 14 rebonds dans la bouche par le grec qui joue 32 minutes quoi. Je suis bien d'accord. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec le challenge qui se présente devant Boston aujourd'hui. C'est que tu switches tout. Tout à fait. C'est que tu vas avoir un joueur qui est de catégorie all-time dans son prime, en mission, énervé parce qu'on lui a enlevé Middleton et il va falloir ralentir la bête. C'est vraiment un challenge qui est à la hauteur de ces Celtics. Et on va voir, souvent on revient dans l'histoire et on se dit putain ce mec il était trop fort, il avait même roulé sur eux, tu vois. Et il faudra voir si en effet Boston représente la meilleure défense que Giannis ait affrontée, peut-être depuis la bulle en fait. Parce que depuis les Raptors, depuis le hit. Depuis le hit de la bulle, parce que no disrespect envers Miami de 2021, mais si, au premier tour, ils se sont fait disrespect tout à fait. En demi... Les Nets, non. Je pense qu'on a compris que la défense des Nets, c'était pas leur forté. Il y a celle des Suns en finale, mais elle s'est bien fait tout cramer, à fait. quand même. Atlanta, on s'est fait surtout aider par les blessures de Giannis. Et quand même, les Suns, vous étiez sympathiques, mais c'était pas le même niveau là que ce que Boston peut présenter en défense. Le seul avantage qu'avait Boston, c'est qu'ils avaient en Ayton un pivot vraiment long, grand et gros. De Phoenix, tu veux dire? De Phoenix, pardon, par rapport à Boston, c'est le Ayton long, grand et gros. Que je dis pas que Robert Williams, attention Robert Williams, on va en parler et tout évidemment, il va avoir un rôle absolument incroyable à jouer, plutôt en couverture pour moi que en premier rideau pour moi. Après on verra comment ils vont les utiliser. Tout l'intérêt de ça va être aussi le niveau tactique des deux équipes, c'est-à-dire côté Boston, si tu commences à doubler sur Giannis, ça va pas être comme les Nets là le ballon il va circuler et il y a des shooters partout hein. Là tu vas pas avoir des Kyrie Irving ou des Seth Curry qui disparaissent en cours de série hein. C'est sûr. Donc attention. C'est sûr. C'est vachement intéressant hein, comme défi tactique, c'est assez incroyable. Hein. Dès le Game 1 de ce dimanche, on va faire genre ok, Udoka il a prévu ça. Ouais, très bien. Voilà, c'est ça, exactement. Et après justement. En fait, il envoie Jaylen Brown. Ok, tu vois, genre on va très faire bien. ok. Et on rappelle, n'oubliez pas qu'une série c'est long, donc un Game 1 on se renifle le cul et au Game 2 on s'ajuste, hein Alex. Souvent on le rappelle parce que le Game 1 c'est pas genre ils vont défendre comme ça pendant toute la série, mais ils vont se faire rouler dessus. Enfin tu vois c'est. Ouais non bien sûr. Justement. Magnifique point tactique. T'as quelque chose? Oui. Et c'est de l'autre côté du terrain. Je te laisse la défense. Je vais m'occuper de l'attaque et notamment d'un aspect que j'ai trop hâte de regarder dans cette série. C'est l'exécution de fin de match.
on est sur deux équipes qui, je pense pas, ne vont s'envoyer des branlées dans tous les sens. J'espère que ça va être serré. On a cette prémonition-là. Hein. On pense que ça va être une série avec des matchs plutôt serrés. Parce que bon, même s'il peut y avoir des gros runs de part et d'autre, ça n'abandonne pas, ça se bat et ça défend aussi. Donc, ça peut répondre en plus. Et ça peut répondre. Donc je pense qu'on peut avoir des fins de match serrées. On a vu notamment récemment en saison régulière des confrontations entre ces deux équipes où ça se retrouve vraiment au finish. Et donc à ce moment-là, deux aspects très intéressants. Premièrement, côté Milwaukee, tu n'as pas Chris Middleton qui, en fin de match, aide Milwaukee dans tellement de situations. Parce que c'est un mec qui peut jouer avec la balle dans les mains, après en catch and shoot. Tu peux l'avoir aussi en mid-post, tu peux l'avoir dans tous les registres possibles imaginables. Chris Middleton, lorsqu'il est chaud, bah tu lui mets n'importe qui, c'est pas possible. Et ça a aidé Milwaukee dans plein de situations. Donc déjà, comment Milwaukee exécute en fin de match. Les critiques qu'on a pu faire par le passé sur Mike Budenholzer, tu sais, quand on était dans la bulle contre Miami, etc. Donc grosse défense en face, grand coach en face, etc. Comment est-ce que ça va se passer là? Est-ce qu'on va avoir un Giannis qui fonce dans le tas et on va dire ah bah c'est le retour du joueur du top 15, enfin tu vois, on va dire merde, est-ce que c'est un joueur de rugby qui est de retour? Est-ce que Jrue Holiday va step up? Est-ce qu'il y a d'autres garçons? Est-ce que Bobby Portis va pouvoir aussi apporter? Déjà côté Milwaukee, trop hâte de voir les exécutions de fin de match, parce que là c'est pas la série contre les Bulls qui a pu nous permettre de tester ça. Clairement pas. Les 3 derniers matchs de cette série, c'est une branlée. Et sur les 2 premiers, c'était le Game 2. Chicago s'en sort bien, quoi, sur l'exécution de fin de match. Tout à fait. Alors que Boston a pu se tester un petit peu. Tout à fait. Mais dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qui les attend là. Donc là, cette fois pour Boston, puisque Milwaukee, il y a cette intrigue de l'absence de Middleton et de voir comment Giannis et Jrue Holiday, notamment, vont essayer d'exécuter tout ça. Comment est-ce que Boston tu fais? Parce que là, le backdoor que tu mets à KD pendant que Kyrie fume une clope, c'est pas contre Milwaukee. Ça passe pas. Là, les mecs, ils ont déjà anticipé. Il y a des rotations dans tous les sens. Et puis, il y a une protection de cercle. Il y a une protection de cercle de zinzin. Donc, tu peux pas compter forcément sur le putback de Al Horford qu'il y a eu sur les off de Jaylen Brown, le bon cut qu'il y a eu derrière, les isolations où en fait, ça laisse Jason Tatum avec 5 secondes sur HD24. Non. Là, Wes Matthews, il vient tout de suite aider parce qu'il veut que tu lâches le ballon à Peyton Pritchard. Et donc, ces situations-là me rendent tellement excité en anticipation de cette série parce que Boston défend très bien. Est-ce que Boston est une équipe qui, dans ce genre de série, peut montrer le niveau des équipes capables d'être vraiment championnes? C'est celle qui exécute à mort. C'est souvent un détail qu'on a voulu travailler et titiller un peu côté Milwaukee. Est-ce que Boston va en profiter? Pour moi, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'en pense qu'effectivement, ça va être très intéressant. Je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'il y a des fortes probabilités d'avoir pas mal de matchs serrés. Ouais. Et que quand ça va jouer dans les 3, 4, 5 dernières minutes, effectivement, on va voir si Boston retombe dans certains travers d'ISO qu'on a vu un peu, même dans la bonne partie de saison, on les a vus un peu en mode vas-y Jason, on s'écarte. Exactement. Là où Milwaukee a réussi à montrer, alors de temps en temps il y a Giannis qui fait nimp avec des œillères, on a aussi Jrue Holiday qui croque un peu n'importe comment des fois en fin de match. C'est vrai que l'exécution de fin de match des Bucks n'a pas toujours été incroyable, elle a aussi parfois été incroyable défensivement. Moi j'ai vu plusieurs matchs cette saison où les Bucks, c'est vrai qu'offensivement c'est pas ouf. Par contre, en fait, t'arrives pas à leur foutre un panier. Ah, tout à fait. Et tu me diras. Puis tu prends pas de rebond. Tout à fait. Et miroir, Boston, ils ont parfois saoulé en attaque, mais alors lorsqu'il est question de faire des stops défensifs et de terminer les matchs, ils ont été aussi très bons. Donc, je crois que vraiment, si vous pouvez, refaites-vous les highlights du match qui a eu lieu, je crois, fin mars, début avril. Je crois, je dirais le 7 avril. Je crois qu'il y a eu un Bucks Celtics qui s'est terminé vraiment au finish avec Wes Matthews qui met un 3 points, la salle elle explose. Il y avait Robert Williams qui chase down Jrue Holiday. Tu sais, il y a un contre énorme de Giannis sur Robert Williams. Ah oui. Et c'est vraiment à l'arceau sur une magnifique passe de Tatum. Et vraiment, j'ai très hâte de voir ça parce que on y est. La demi-finale, c'est aussi l'occasion de montrer qui est l'équipe qui craque le moins dans le Money Time. Et ce sont ces équipes souvent qu'on retrouve au mois de juin. Ouais. La défense de Boston d'un côté sur l'incroyable Giannis et l'exécution de fin de match. Est-ce qu'on ne devrait pas sortir les jumelles, mon cher Alex? Allez, on va checker les joueurs, enfin un joueur chacun, quoi. Nous sommes dans la section du joueur à surveiller. Sortez vos jumelles et dites-nous, vous, qui vous allez surveiller le plus de toute cette série. Alors, il y a du franchise, il y a du X-Factor. Alex, qui est ton joueur à surveiller? Jrue Holiday. Pas un gros fan de la série contre les Bulls de Jrue Holiday, moi, perso. Je suis gentil. Je l'ai trouvé pas ouf. Dans quel sens? Dans le sens, déjà, offensivement, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de mal à exister avec des Caruso sur lui. Tu vois? Mon pote, là tu vas avoir Marcus Smart, peut-être Jaylen Brown sur toi. Donc j'aime beaucoup un Caruso, super défenseur, mais Marcus Smart et Jaylen Brown n'ont rien à lui envier en fait en défense. Donc
Yanis va avoir besoin de Jrue Holiday. Puisque d'habitude, Yanis a 2 lieutenants. Là, il n'en a qu'un sur cette série. Il n'y a pas Middleton. Jrue Holiday a mis 16 points par match aux Bulls à 40% seulement au tir, 34% de loin. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas possible, ça. Donc, autant Jrue Holiday va avoir des missions pas faciles défensivement. On risque de le voir sur du Marcus Smart ou sur du Jaylen Brown de l'autre côté. Hein. C'est un défenseur incroyable, Jrue Holiday. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Boston. Peut-être qu'on va l'envoyer sur Tatum, mais sur Tatum, ils peuvent, hein, mais ils vont envoyer aussi des mecs peut-être un peu plus longs. Tu vois, genre Wes Matthews. C'est kiff-kiff, hein. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être kiff-kiff, mais bon, voilà, on verra. Mais en tout cas, Milwaukee a du matériel extérieur pour défendre, donc ça va quand même être par rapport à la défense extérieure des Nets. C'est vrai que Boston, ça va leur faire tout drôle au début, je pense, quand même, tu vois. Surtout quand t'as Giannis et Brook Lopez qui viennent fermer un peu les couloirs de drive, quoi, tu vois. Mais de l'autre côté du terrain, Jrue Holiday, c'est pas Kyrie Irving, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, il peut pas se permettre de pas être régulier dans cette série. Faut qu'il rentre des tirs lointains. Faut qu'il soit une menace. Faut pas qu'on soit là dans une série, il double sur Giannis, il laisse shooter Jrue Holiday. Non. Ça, c'est pas possible. Parce que si c'est le cas, Boston va s'en donner à cœur joie, évidemment, hein, normal. Hein, si tu peux empêcher Giannis de shooter, de trop te mettre la pression et que ses coéquipiers plantent pas, oui, c'est génial en fait. Donc ça passe beaucoup par Jrue Holiday. Qui va devoir gérer la balle aussi quand Giannis va être emmerdé. Il va devoir monter la balle. Il va devoir aussi gérer les temps où Giannis est sur le banc. Je pense que Budenholzer va faire très attention à avoir Jrue Holiday quand Giannis est sur le banc. Ce serait logique, tu vois, pour avoir ton premier ball handler et tout machin. Il va devoir donc travailler dans ce sens-là. Jrue Holiday doit step up. Sa série face aux Bulls, pour moi, n'est pas du tout du niveau de ce qu'il a pu nous montrer lors des playoffs 2021. Et ça, c'est pas bon pour les Bucks, surtout, je le répète, en l'absence de Middleton. Donc, mon joueur à suivre, j'ai regardé très très fort. Il a des défis de ouf des deux côtés du terrain. Ouais, tout à fait. On avait fait ce jeu-là lors de la série précédente contre Brooklyn. D'ailleurs, on peut revenir sur l'échiquier parce que c'est très drôle. Maintenant, on parlait, tu sais, je t'avais posé la question de savoir, quand tu regardes les duos un petit peu, c'était KD, Kyrie contre Tatum et Brown, et on voulait savoir qui était le combienième meilleur joueur de la série. Et là, Jrue Holiday, c'est quoi en fait ? C'est le deuxième meilleur joueur ou c'est le 4-5e ? Deuxième, non. Non. Deuxième, non. 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 Non, mais deuxième, non. En amont. Déjà, s'il arrive à être 3 ou 4, c'est super pour les Bucks. Mais il faut. Il faut que tu sois 3 ou 4. Dans le top 2. Tu vois, non, mais normalement, non, évidemment. Non. Je suis bien d'accord avec toi, mais on verra après. Mais je veux dire par là, il faut que tu sois 3-4. Faut pas que tu sois à égalité en train de discuter avec Marcus Smart. Hein. Normalement, non. Ah non, franchement. Je sais, mais justement, excuse-moi, quand tu vois sa série face aux Bulls, moi je pense que Marcus Smart a mieux joué au premier tour, clairement, quoi. J'ai confiance en Jrue. Jrue Holiday, voilà. Donc, je dis pas que j'ai pas confiance en lui, je dis que c'est clairement mon joueur à suivre, parce que sans un bon Jrue Holiday, c'est la merde pour les Bucks. Je suis bien d'accord. Monsieur... Donc voilà, qu'est-ce que t'as à suivre, toi ? Monsieur Jeanne aux vacances, moi je vais être sur Monsieur Robert Williams, Time Lord. On y va. De retour de blessure, on était un peu inquiet de voir ce que ça donnait. Tout va bien. Ime Udoka l'a rappelé. Voilà, sur le temps de jeu, ça a été géré. On est sur un magnifique challenge pour Robert Williams, pour plein de raisons. Tu disais en rigolant tout à l'heure, attention les rebonds, il n'y a pas de rebonds. C'est clair que Milwaukee, au rebond, c'est vraiment des salauds. Et donc, Robert Williams va avoir une mission sympa qui, certes, appartient à tout le monde, parce qu'il faut aider tous au rebond. Mais celui qui va devoir notamment boxer tout ça, c'est du Robert Williams. Son profil, à lui, me fascine sur cette série pour plusieurs raisons. Déjà, cette match-up avec Brook Lopez. On le sait, Brook Lopez, c'est un pivot fuyant qui vient de sanctionner à 3 points. C'est pas terrible pour Robert Williams. C'est pas terrible pour Robert Williams. Comment est-ce que tu existes dans cette série ? Est-ce qu'on se regarde dimanche, Alex, au Game One et on fait merde, en fait, il y a trop de minutes avec Al Horford parce qu'il est obligé de sortir et que ça le met dans la merde. Et donc, tu protèges le cercle, en fait, si tu dois suivre Brook Lopez, en fait. Et donc, du coup, si tu sors un Robert Williams, parce que les Bucks sont là, genre, les gars, faut sortir Robert Williams, s'il y a bien un Golgoth athlétique de la capacité, je dis bien de la capacité, pas juste le mec, il le fait tout le temps, mais de la capacité à oser monter sur Giannis quand il va à l'arceau, c'est Robert Williams. Ah oui. Et en termes de protection pure d'arceau, il peut faire un massacre dans cette série. C'est-à-dire, Milwaukee, vous allez rester à l'extérieur. D'accord ? Et on va vivre avec le fait que vous prenez vos 3 points, mais dès que vous allez dépasser le premier rideau, ce qui est déjà une galère, merci, on peut demander à Kyrie, KD et compagnie, derrière, il y aura moi. Et je pense que Robert Williams a l'occasion de montrer tout ce qu'on a pu voir d'extrêmement prometteur sur ces derniers mois et sur cette saison régulière. C'est-à-dire, est-ce que c'est un
facteur X déterminant dans la construction des Celtics. Est-ce que c'est un pivot qui disparaît dans cette série, ou est-ce que c'est un pivot qui, parce qu'il est trop fort, parce qu'il a trop bien compris les schémas défensifs de Boston et qu'il peut renverser certaines séquences à lui seul, eh bien en fait ça devient une des clés de cette série. Moi je crois en lui, je pense qu'il peut vraiment faire des différences, et on a vu ce que ça a pu donner dans certaines fins de match, notamment, comme je le disais, dans la dernière opposition de saison régulière, où il fait un chase down incroyable sur Jrue Holiday, et derrière, pas assez méchant, pas assez vicieux, il se fait contrer comme un rookie un petit peu à l'arceau par Giannis. Il va falloir être beaucoup plus vilain et méchant, Robert Williams. C'est l'heure d'écraser tout le monde en fait. Ouais. C'est l'heure. Et puis ça va être intéressant de voir comment Udoka va l'utiliser, parce que tu vois, par rapport à Brook Lopez, en fonction de qui tu as, est-ce que tu es à côté d'Horford par exemple, est-ce que tu mettrais pas Horford sur Brook Lopez pour le suivre un peu au large, par exemple, et Robert Williams sur Pat Connaughton, ou je sais pas quel ailier il y aura dans le 5 à la place de Middleton, tout à fait, et qui lui permet du coup de venir un peu en aide, en rotation, et bon, peut-être laisser son gars shooter, mais tu vois, tout à fait. Ça va être intéressant les choix tactiques qui vont être faits par les coachs aussi. Ah mais complètement sur Robert Williams, je veux dire, à mon avis, Budenholzer serait très intéressé à l'idée de voir Bobby Portis essayer de lui faire provoquer de la faute, tu vois, parce que Portis il est physique, intense, il monte au rebond, il flex, il provoque. Quel joueur est vraiment Robert Williams? Je ne m'attendais pas trop à grand chose de par sa blessure et de par l'opposition. Brooklyn, on disait quoi? Il y avait Nick Claxton et Andre Drummond. Attention, là tu vas dans la raquette des Bucks. La raquette des Bucks. Et puis c'est des salauds. C'est vilain, c'est vilain. La raquette des Bucks, ils sont vilains. Et puis à un moment, on va être là, on va se regarder, on va faire putain, les bâtards, ils ont mis Serge Ibaka, auquel on s'attendait absolument pas, et qui va venir lui chercher des noises. Donc pour un joueur jeune, je trouve le challenge extraordinaire. C'est un très très jeune joueur qui a montré un potentiel de fou et qui la affronte Giannis, Brook Lopez, Bobby Portis, Serge Ibaka. En gros, c'est les bouncers du nightclub quoi. Ouais. C'est trop dur. Ouais. Non, c'est vachement intéressant. Après, il a de l'expérience autour de lui. Il a Horford. Bien sûr. Il a Grant Williams qui est jeune aussi, mais qui, lui, tu vois, c'est pas trop le genre à baisser les yeux. Non plus. Tu vois. Donc ça va être quand même intéressant, hein, cette bataille dans la raquette. Hein. Wow. Très très hâte de voir tout ça. Donc bien évidemment, d'un côté avec Jrue Holiday qu'on attend step up, et Robert Williams, en qui je crois pour essayer justement de montrer tout le potentiel qu'il a. Dites-nous, vous, quels sont les joueurs que vous avez surveillés? Il y en a qui vont dire, ouais, vous surveillez pas Giannis, vous surveillez pas Tatum. Alex, on va rentrer dans la dernière section. On y vient. Le pronostico, l'avenir. Boum, c'est parti. C'est parti pour le pronostico. Dans cette section, on va pouvoir chacun donner notre petit pronostic. On va faire comme d'hab, je vais montrer ton bandeau en premier, Alex, et tu vas pouvoir nous détailler ton pronostic. Attention, j'annonce, je ne sais pas ce qu'il a tapé, donc je me prépare aussi. Bah non, je ne sais pas. Allez, vas-y, envoie. On envoie. Allez, 3, 2, 1. Moi, je vois les Boston Celtics en 7. Alors, c'est pour ça que j'ai mis mon maillot de la Grèce, parce que ça me fait un petit peu, ça me fait pas plaisir pour mon Grec bien aimé et puis ce pays que j'aime tant, mais je pense que l'absence de Middleton est un immense coup dur pour une série contre les Celtics, parce qu'en fait Middleton il apportait ce talent sur la ligne extérieure. Sur la ligne extérieure, les postes 2-3 là, tu vois. Là où du coup Boston avec son duo Jaylen Brown, Jason Tatum va vraiment dominer en termes de talent offensif sur ces postes-là. Je pense que Marcus Smart et Jrue Holiday peuvent un peu c'est pas s'annihiler, mais tu sais, c'est le premier qui marque un panier qui a gagné, limite dans cette bataille. C'est quoi comme genre de bataille? Ça, c'est un délire. Je pense que Giannis il va se passer plein de choses, donc je pense qu'on va en revenir à des moments cruciaux de la série. On va en revenir au shoot extérieur de Milwaukee. Et putain, t'as pas Middleton, quoi. Et du coup, je pense que le meilleur joueur offensif et clutch de cette série, ça peut tout à fait être Jason Tatum. Ça devrait même être Jason Tatum, vu la première série qu'il a été capable de nous faire contre les Nets. Et même face à une défense de taré comme celle des Bucks, bah mine de rien, je pense qu'ils préfèrent quand même attaquer sur Wes Matthews, Pat Connaughton, qu'attaquer sur Middleton. Hein. On oublie l'apport de Middleton aussi de l'autre côté du terrain. Donc c'est peut-être Giannis qui va être obligé de s'y coller de temps en temps, sauf que Giannis, là où il est le meilleur, c'est en coverage, quoi, c'est en aide et tout. Enfin, du coup, ça modifie l'ensemble des plans des Bucks, et je pense que ça favorise à fond les Boston Celtics. Néanmoins, j'opte pour un 4-3. Parce que je pense quand même que je suis d'accord avec ce qu'on disait, on l'a dit à plusieurs fois dans la série, dans la preview, il va y avoir plein de matchs serrés et les Bucks sont capables d'en prendre. Et puis Giannis a montré qu'il avait quand même passé des sacrés caps, donc je veux bien voir le Giannis Wall et tout, comment ça se bricole et tout. Mais je prends quand même les Celtics, ils sont favoris, ils ont l'avantage du terrain, ils ont une confiance de taré, ils sont au complet. Donc voilà, à savoir quand même que le 4-25 est la cote qui est la plus probable
parmi toutes les cotes proposées par nos copains de Paris en Sport, avec une autre cote que je ne citerai pas au cas où Bastien l'utilise dans son pronostic qui va arriver maintenant. Mais en gros, pour les bookmakers de Paris en Sport, le 4-3 Celtics, c'est un truc qui a une bonne probabilité. Voilà. Tout à fait. On rappelle évidemment de ne pas faire les bolos, même en ces périodes de demi-finale. Bien sûr. Vous pariez que quoi ? Bien sûr. Uniquement l'argent que tu peux te permettre de perdre, même si tu es fan des Nets ou des Bulls. Exactement. Les fans des Celtics et des Bucks qui vont réagir évidemment au pronostic d'Alex. Je vais devoir te montrer le mien. Vas-y. 4-2 Boston. Finis là-bas, toi. Qui n'est donc pas la cote la plus probable, puisque comme tu disais, l'autre cote c'est 4-1 Boston. Hein. Ouais, c'est 4-1 Boston, l'autre cote la plus probable, tout à fait. À 4-25 en plus du 4-3. 4-2 pour Boston. Tu as été très complet sur ton analyse de ton 4-3. Évidemment, vous me connaissez, j'aime bien les séries en 7. Donc j'aimerais en avoir 7. Mais jamais je prends le risque de jouer Giannis et le champion en titre en 7. Voyons, Alex. Hors de question. J'aurais été sûr que tu allais dire ça. Quand même. Hors de question de jouer et si on revient sur cette vidéo dans 2 semaines et que Boston joue en 7 au TD Garden et qui termine les Bucks, waouh, amazing. Mais je pense que... ambiance là-dedans. Incroyable. Mais je pense que Boston, ils m'ont vraiment fait plaisir, notamment sur la première série, où je les voyais battre Brooklyn et où je me disais ok, il y a vraiment un truc avec cette équipe et je crois qu'ils sont prêts pour ce challenge. C'est vraiment un challenge qui est énorme et sur un challenge sur lequel ils sont avantagés parce qu'il n'y a pas Middleton comme tu l'as dit. C'est indéniablement une immense perte, donc je pense qu'ils vont en profiter. On l'a dit, on est bien content certes d'avoir vu Giannis passer des caps, mais ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pas vu Giannis sur une série où il affronte une défense aussi forte que celle de Boston. Je crois qu'il y a trop de expérience, capacité collective à bien jouer et aussi capacité, j'ai vu, à ne pas craquer lorsqu'il y a des gros runs. Brooklyn est en capacité de caler du gros run, mais ça les a pas vraiment effrayés. Lorsqu'ils étaient dans le devoir de répondre, j'ai trouvé que Boston avait montré une force mentale qui était nouvelle, avec des joueurs qui connaissent tous leur rôle. J'ai hâte de voir Mike Budenholzer versus Ime Udoka. Mike Budenholzer, avec tout ce qu'il nous a montré de bien et parfois de moins bien. Ime Udoka, première vraie grosse saison en tant que coach de NBA. Qu'est-ce que ça va donner là ? Il a plus d'expérience, Budenholzer. C'est un avantage, je pense, pour les Bucks. Tout à fait, il a un avantage, mais aussi parfois il est entêté. Et Udoka, parfois il a un côté un petit peu impro qui peut se retourner contre lui. Mais aussi on peut se dire, il a vraiment osé ça. Je suis assez content. Donc je suis à la fois ultra excité de voir chacune de cette série, dont le Game 1 de ce dimanche, donc à 19h. J'ai hâte de voir l'ambiance dans les deux salles parce que ça va être complètement fou. Il y a tellement de choses à régler. On vient de voir Giannis qui a réglé ses comptes contre les Bulls parce qu'il y a quelques années. Je rappelle qu'il y avait eu la série Middleton, Terry Rozier, etc. il y a quelques temps aussi. Entre Boston et Milwaukee. Mais je vois les Celtics aller au round suivant. C'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur cette fin de saison régulière et ce début de playoff, et je crois que ça va se confirmer sur la demi-finale. Des deux côtés du terrain et, comme je l'ai dit, dans l'exécution des fins de match. Je pense que si on se ramène sur des matchs serrés, j'ai un petit peu plus confiance en Boston que Milwaukee dans cette configuration-là, celle où il n'y a pas Middleton. Non, mais dans l'absence de Middleton, c'est une perte de ouf. Hein. C'est incroyable. Bien sûr. Donc voilà, un petit 4-3 pour Boston côté Alexinator et un petit 4-2 Boston pour Bibi. Dites-nous, vous, évidemment, ce que vous pensez de cette série. Tu penses que les fans des Bucks vont mal le prendre ou ils vont se dire non, quand même, on n'a pas Middleton, c'est normal? Écoute, notre objectivité légendaire fera la différence. Exactement. Et sur ce, on va vous attendre dans les commentaires. Nous, on va devoir enchaîner parce qu'il y a d'autres petites previews à tourner. Je rappelle que le Game 1, c'est donc ce dimanche à 19h. Et le mot de la fin, Alex, je te le laisse. Le mot de la fin, c'est rendez-vous dimanche 19h pour le Verdico, quoi. Le Verdico. Voilà. Magnifique. On vous fait des bisous et on vous retrouve dans les commentaires. À la prochaine. Ciao. Ciao.